Comment gérer la notion de responsabilité lorsque l'on parle de finances vertes ou finances responsables? C'est la question qui va nous animer aujourd'hui dans le rendez-vous dédié à l'ISR de Smart Patrimoine, à savoir investir responsable. Et pour répondre à cette question, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Jérémy Fierville. Bonjour Jérémy Fierville. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet Fierville Avocat. On avait envie d'aborder cette question avec vous, cette notion de responsabilité. Alors ce que je vous propose, Jérémy Fierville, c'est de se placer du côté de l'épargnant qui va avoir un conseil en investissement financier, qui lui-même ensuite va faire des choix d'investissement et va se tourner vers d'autres acteurs. Je souhaite avoir un certain nombre de normes d'investissement responsable respectées. J'en parle à mon conseiller financier. Ensuite, il y a un certain nombre de choix qui sont faits. Je suis en accord avec ces choix, mais qu'en est-il de la responsabilité de ceux qui me proposent des solutions d'investissement ? Absolument. La finance verte, c'est un levier essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, ça génère derrière des attentes qui sont très fortes. Bien sûr. Et on imagine bien qu'un investisseur qui aurait décidé de faire un investissement vert volontairement et qui se rend compte a posteriori que finalement, il n'était pas forcément aussi vert que ça parce qu'il avait investi dans un fonds qui était classifié article 9 SFDR et puis qui est déclassifié article 8, donc qui était annoncé comme un fonds très vert et puis en réalité qu'il l'est moins. Donc on en a vu un certain nombre d'ailleurs en 2022 de fonds déclassifiés qui sont passés d'article 9 à article Absolument. 8. Article 8, ça reste quand même avec alors j'ai même la définition exacte, ça fait la promotion des caractéristiques environnementales, sociétales ou sociales, ça c'est article 8. Et article 9, c'est, j'ai envie de dire, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en investissement responsable. C'est vraiment l'objectif d'investissement dans l'investissement responsable. Et donc, on imagine, il y a eu effectivement toute cette actualité à la fin de l'année dernière où il y a des grands gestionnaires d'actifs qui ont décidé de réallouer tous leurs fonds article 9 et de les déclassifier pour les reclassifier article 8. Bien sûr. On imagine que dans le futur, il puisse arriver des choses assez similaires. Et donc, l'investisseur qui a investi dans de l'article 9, dans du vert, volontairement, et qui se retrouve avec de l'article 8, il se retrouve quelque part un peu trompé. Et on peut imaginer qu'il envisage derrière différents moyens d'action pour pouvoir engager la responsabilité. Alors, quels sont ces moyens d'action ? On va en avoir un premier qui va être déjà d'aller voir le médiateur de l'AMF. Le médiateur de l'AMF est présent pour des litiges de la consommation, pour pouvoir régler de manière amiable ce genre de litige. Et puis ensuite, on a les actions qui sont les actions judiciaires, celles beaucoup plus classiques. On a les actions civiles et puis des actions pénales. L'action civile, elle est très classique, c'est la réparation du préjudice qui va être recherchée. Et à ce moment-là, il faut qu'on démontre une faute, bien sûr, ouais. Un dommage, un préjudice, et puis un lien de causalité entre les deux. Et la faute, qu'est-ce que c'est ? La faute pour le professionnel, c'est de ne pas avoir prodigué l'information, le conseil suffisant. Et même, on sait qu'il y a des obligations qui sont renforcées maintenant. Donc le professionnel qui distribue un produit financier, il doit aller s'enquérir de l'appétence de l'investisseur, de l'épargnant pour les questions de durabilité. Alors justement, parce qu'il y a différents professionnels sur toute la chaîne finalement d'investissement. Il y a celui qui va conseiller l'épargnant, celui qui va concevoir des produits dans lesquels investir et le professionnel, le conseiller en investissement financier va sélectionner parmi des fonds. Et puis ces fonds, ils investissent dans des entreprises sur la base de reporting notamment, qui eux-mêmes sont censés être vérifiés. Donc qui est responsable à quel niveau de la chaîne finalement ? Ça va être toute la difficulté de ce type de dossier qu'on va voir arriver. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que l'épargnant il se retourne vers celui qui lui a vendu le produit, mais celui qui a distribué le produit, en réalité lui va se retourner vers celui qui l'a conçu, et celui qui l'a conçu va se dire mais moi je l'ai conçu article 9 parce que je pensais que derrière on avait des éléments qui étaient solides, et en réalité les informations qui m'ont été communiquées par les entreprises n'étaient pas les bonnes. Donc on a une chaîne de responsabilité qui peut être engagée, et c'est là que intervient une grande difficulté dans ce type de dossier, c'est qu'on a un millefeuille de réglementation avec des définitions qui ne sont pas harmonisées. Bien sûr. Ouais. Et donc qui vont faire qu'on a une insécurité juridique, un flou juridique qui va être propice aux actions judiciaires, qui va être propice également au greenwashing. Ça, c'est une vraie problématique. C'est une problématique dont s'est saisie l'AMF. Elle a un plan d'action qu'elle a publié ce lundi avec différents axes. Un des axes, c'est clarifier la réglementation financière, parce qu'il y a 3 grands textes au niveau communautaire, mais si on élargit sur les problématiques ESG plus sociétales, on a 13 textes qui parlent
de choses qui sont similaires. Et donc il faut harmoniser toutes ces définitions-là. Derrière, pour le juriste, pour celui qui veut engager la responsabilité devant un tribunal, évidemment qu'on a beaucoup de fondements juridiques à utiliser. La question que ça pose, et le fait que l'AMF s'intéresse au sujet pose encore plus la question, c'est quelle grille de lecture pour décider si oui ou non un épargnant a été floué dans ses décisions d'investissement? Alors ça sera au juge de le déterminer sur la base de l'interprétation des textes qu'il va faire et sur la base des textes qui vont être le fondement des actions. La difficulté qu'on a, c'est si on prend le règlement SFDR, qui est le règlement qui a beaucoup fait parler de lui, celui qui permet les classifications article 9, article 8. Bien sûr. Ouais. Ce règlement-là, on sait déjà qu'il va être renégocié. Il y a une volonté de l'AMF de le clarifier. Il y a une volonté de la Commission européenne de revenir dessus. Donc la norme applicable va évoluer. Alors vous imaginez bien qu'on va avoir une première question qui va se poser devant le juge, c'est quelle norme on applique? Celle au moment où on tranche le litige ou celle qui était applicable au moment des faits? Bien sûr. En droit, normalement, c'est celle qui est applicable au moment des faits. Et vous voyez qu'on va avoir beaucoup de sujets qui vont émerger. Là, on est uniquement sur les questions civiles, mais il y a la question pénale qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'acteurs qui sont en train de faire émerger les problématiques et les fondements de nature pénale et aller devant le juge pénal pour dire « vous m'avez vendu quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, c'est une pratique commerciale trompeuse, et donc j'engage la responsabilité, votre responsabilité pénale ». Donc derrière, on a amende, on a peine de prison éventuellement pour le dirigeant, et puis derrière on a des dommages et intérêts évidemment, et puis des peines complémentaires qui peuvent alourdir le tout. Ça c'est vraiment un fondement juridique qui est celui qui est beaucoup utilisé par les associations pour dénoncer le greenwashing et qui va probablement monter en puissance énormément. Alors il y a deux acteurs, vous mentionnez les associations, moi je voulais revenir sur l'épargnant une seconde. Effectivement on parle d'article 8 ou article 9, on a redonné les définitions dans cette émission justement parce que c'est des notions qui sont assez peu connues. Donc est-ce qu'on peut se retourner vers son conseiller en investissement financier ou remonter la chaîne quand soi-même, en fait, on ne savait pas vraiment quelle était la différence entre article 8 ou article 9, mais qu'on a dit qu'on voulait investir en lien avec ses valeurs? Il y a une obligation d'information, il y a une obligation de conseil. Donc si on a une expression de besoin qui va se faire de la part de l'épargnant, qui va dire « moi je veux vraiment pour mes petits-enfants une planète qui soit vivable, donc je veux de quelque chose, ce que vous avez de meilleur en termes de green », et que derrière on lui vend quelque chose qui ne correspond pas, alors oui, évidemment, il y aura la possibilité d'engager la responsabilité de celui qui a conseillé et qui a orienté vers un investissement qui ne correspondait pas aux besoins et à la volonté. On aura ce qu'on appelle, de manière très classique, depuis le Code civil 1804, un vice du consentement. Le consentement de la partie qui s'est engagée, qui a souscrit, aura été vicié. Au bémol, ou en tout cas de ma vision des choses, que... aujourd'hui, même les acteurs de la finance responsable ne savent pas ce qu'il y a de meilleur en matière de grid ou en matière d'investissement. Donc, et on a une juridiction qui est encore un petit peu floue. Donc, on imagine qu'il y a une sorte de droit à l'erreur quelque part, puisqu'on ne sait pas encore quelle est la stratégie claire sur le sujet. Certainement qu'il y aura beaucoup de... Voilà, on prendra en considération ces normes-là avec une marge d'interprétation qui va être importante de la part du juge. On a procédé, c'est le président de l'AMF, l'ancien président qui le disait, on a en fait procédé à l'envers. C'est-à-dire qu'on a commencé par donner des obligations d'information de la part des fonds sur la classification des fonds. Bien sûr, oui. Voilà, des obligations aux sociétés de gestion, avant même de se poser la question de comment on faisait remonter l'information des entreprises vers les fonds pour que les fonds soient en mesure de pouvoir dire, ben voilà, là on est sûr et certain que c'est l'article 9. Voilà. Donc on imagine bien les moyens de défense que les fonds vont pouvoir soulever en réponse aux engagements de responsabilité qui pourront être faits. Après, au fur et à mesure que les choses vont se préciser. On a déjà des normes techniques qui viennent préciser le règlement SFDR. On sait que les choses vont se préciser au fur et à mesure. Au fur et à mesure, eh bien, évidemment, la jurisprudence va se préciser. Et puis, les mauvais acteurs, ceux qui ne joueront pas le jeu, leur responsabilité sera engagée. Vous avez mentionné les associations. Certaines associations, effectivement, attaquent des organismes financiers. Ça aboutit parfois à des mises en demeure pour justement correspondre aux objectifs affichés. Est-ce la fin des stratégies ESG marketing ? Probablement pas. Vous faites référence sur la mise en demeure à celle qui a été adressée à BNP Paribas à la fin de l'année dernière. Une mise en demeure sur un terrain qui est complètement différent. Pour Bien sûr, oui, complètement. La loi sur le devoir de vigilance, une loi de 2017 qui fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle est très vaste, très large et aussi un peu très floue dans les exigences qu'elle a envers les entreprises. On vise là vraiment les grandes entreprises qui doivent mettre en place un plan de prévention d'un certain nombre
de risque, y compris sur le terrain environnemental. Et donc là, ce qui est reproché à BNP dans cette mise en demeure, c'est de continuer à investir dans des projets d'énergie fossile, alors qu'elle devrait normalement réduire son investissement, en tout cas de leur point de vue. Cette action-là, mise en demeure, s'il n'y a pas de réponse dans les 3 mois suivant la mise en demeure, je crois qu'elle était fin novembre de mémoire, dans les 3 mois, eh bien, il y aura une action judiciaire qui va pouvoir être engagée par les 3 associations qui sont mobilisées. Et alors justement, si on prend cet exemple, mais on part de cet exemple pour élargir un petit peu, on sait que des fonds qui investissent à 98% dans le vert investissent aussi dans des zones un petit peu grises, c'est la part grise des fonds, ça tout le monde le sait, donc personne n'est floué sur le sujet. Et qu'en est-il justement de ces investissements non verts, de ces économies, de ces secteurs d'activité non verts? Est-ce que ça veut dire que ça va devenir presque... on va être coupable d'investir finalement dans ces... C'est un grand sujet, c'est un sujet qui a été remonté d'ailleurs à la fin de l'année dernière par le président de Dassault qui a dit mais attendez, moi je n'ai pas une activité ESG, mais il faut quand même que j'ai accès à un financement qui soit compétitif par rapport à mes concurrents. Donc il a soulevé cette problématique-là et c'est vrai que la finance verte a eu tellement de succès qu'elle a réorienté des flux massifs et des engagements de la part de banques dans ce type d'activité au détriment peut-être parfois d'activités qui sont pourtant des activités stratégiques, qui sont des activités souveraines. On imagine bien qu'à l'heure actuelle, il est compliqué de se passer du secteur de la défense et donc il faut assurer une cohabitation entre les deux. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si cette question se pose, c'est que l'allocation des ressources vers la finance verte s'est faite vraiment avec énormément de succès et on sait que le plan de la Commission européenne, en lançant le Green Deal, c'était plus de 1000 milliards d'euros qui soient réalloués redirigés vers la finance verte à l'aide de ce cadre juridique qui est encore en cours de construction. Merci beaucoup Jérémy Fierville d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocat associé au sein du cabinet Fierville Avocat. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.